Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau webinaire. Ce matin, on va parler offboarding. On a fait une étude récemment avec Chance et on va vous dévoiler une partie des résultats. Ensuite, vous pourrez télécharger l'intégralité des résultats sur MyRHline d'ici jeudi matin. Salut Sophie. Salut Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors Sophie, je te laisse te présenter et nous rappeler qui est Chance. Oui, ça marche. Bonjour, moi je suis Sophie Coendé, donc je m'occupe de la division entreprise chez Chance. Chance, on existe depuis quasiment 10 ans. On est leader du bilan de compétences en France, mais ce que les gens savent un petit peu moins, c'est qu'on travaille aussi pour les entreprises, et notamment pour accompagner les moments clés de la vie des collaborateurs. Et dans les moments clés, il y a ceux qui arrivent assez naturellement dans un cycle collaborateur, comme l'onboarding, le moment où on est promu, ou l'offboarding dont on va parler aujourd'hui. Puis il y a d'autres types de moments clés qui sont plutôt liés à des événements qui sont plus personnels. Par exemple, j'ai un arrêt maladie long, je reviens, j'essaye de me repositionner, ou je rentre d'un congé maternité, donc où je dois encore suivre mon conjoint qui change de région, qui sont des incidents, on va dire, plus personnels. Donc c'est ces moments-là qu'on accompagne avec du coaching augmenté. Et je pourrais en dire plus dans les exemples qu'on donnera peut-être tout à l'heure. On va pas s'étendre ici, mais on travaille pour tout type d'entreprise, des très grands groupes comme Michelin, Pernod Ricard, le Crédit Mutuel Arkea, ou des structures plus petites, des startups, des scale-up, des PME et des ETI. Et on pourra en parler aussi, puisque je donne des exemples aujourd'hui aussi dans ces structures-là. Voilà. Ça marche, merci Sophie. Je t'en prie. Alors, au sommaire, bon, rapidement, le panel de l'étude. Un chiffre intéressant sur le turnover. On a posé la question aux répondants. Ensuite, on fera un focus sur les entreprises qui ont mis en place, qui déclarent avoir un processus d'offboarding, et puis celles qui n'en ont pas, et qu'est-ce qu'elles ont décidé de faire. Au niveau du panel, on a 180 professionnels RH qui ont répondu, tout type de taille de structure. Vous avez la répartition là à droite. L'étude, on l'a menée entre avril et mai, donc elle est hyper récente. Alors, le premier chiffre qui ressort, c'est qu'évidemment, qui dit offboarding dit mouvement dans l'entreprise. Donc, on a demandé aux répondants quel était leur taux moyen de turnover. Ce qui nous donne un chiffre de 21%. Alors, 21%, ça envoie quand même. On est déjà dans un taux très élevé en termes de turnover, mais finalement, je pense qu'il doit refléter ce chiffre presque une moyenne nationale si on mélange tout secteur d'activité confondu. J'ai fait un petit rappel, là il y a un petit peu de texte, mais il ne faut quand même pas oublier qu'au dernier trimestre 2023, on a eu près de 500 000 démissions de CDI en France. On a également des ruptures anticipées de CDD qui s'élèvent également à 1,5 million. Je vous ai passé les ruptures de période d'essai qui ont largement aussi explosé les compteurs. Donc de ce fait, on a déjà au niveau, alors ça c'est les chiffres de la DARES, mais si on regarde les chiffres de la DARES dans le détail, on arrive à ces moyennes globales de turnover autour de 20-25% entre les entrées-sorties dans le secteur privé. Puisque la DARES, on est bien d'accord, secteur privé, hors agriculture, intérim et employeurs particuliers. Donc on est quand même sur un marché hyper dynamique en termes d'entrées-sorties. Est-ce que tu as quelque chose à en dire, Sophie, de ce marché de l'emploi actuel? Oui, peut-être en rebond de ce qu'on a observé, ce chiffre est assez élevé, et je pense que c'est aussi pour ça que les entreprises s'intéressent plus qu'avant à ce moment clé qu'est l'offboarding. En fait, si on le remet un petit peu dans le contexte de ce qu'on a appelé les phénomènes de grande démission, de grande fatigue, les crises de sens, etc., et qui sont à l'origine d'ailleurs de beaucoup de départs dans les entreprises avec des personnes qui sont en plus fort questionnement qu'auparavant sur leur carrière et qui osent exprimer ces questionnements et qui passent à l'acte derrière. Du coup, en ricochet, on a de plus en plus d'entreprises qui commencent à s'intéresser à ce moment de l'offboarding sur lequel elles avaient peut-être un peu moins investi par le passé, justement parce que ça commence à devenir extrêmement critique de soigner ce moment-là,
pour pouvoir soigner sa marque employeur. On le verra aussi pouvoir se laisser la possibilité de reprendre des salariés qui ont été faire un tour à l'extérieur de la structure et qui finalement reviennent à leurs premiers amours et à leur employeur initial. Donc voilà, en tout cas, c'est à remettre aussi en perspective avec ce contexte de grande fatigue, grande émission qui a beaucoup fait couler d'encre ces dernières années. Alors, tout l'enjeu de cette étude, c'est de savoir effectivement si le processus a été mis en place et puis surtout, qu'est-ce qu'il comprend. Parce que récemment, on avait fait une étude l'année dernière ou en début d'année sur l'onboarding. Et là, les RH nous disaient, je crois, à plus de 80%, oui, on a mis en place. Ok, mais quand on a gratté un peu pour voir ce qu'il y avait dedans, souvent, ça se limitait à un livret d'accueil, à de l'administratif. Donc, voyons un peu ce qu'il en est côté offboarding. Alors, un point intéressant en cas de départ de l'entreprise, c'est de savoir un peu ce que les salariés demandent à l'employeur. C'est-à-dire, je viens, je quitte l'entreprise, je fais soit une demande de rupture, soit une démission. Quelle est la demande principale des collaborateurs? Et là, les RH nous disent la demande principale, finalement, à 58%, c'est principalement de réduire le préavis de départ. Vient ensuite, éventuellement, une recommandation pour le futur employeur, parfois demande à conserver le matériel de l'entreprise, mais là, c'est moindre, on est à 15%. Des demandes de bilan de compétences, ça arrive autour de 9%, et puis des conseils pour leur carrière autour de 5%. Mais la demande principale, c'est réduire le préavis de départ. Qu'est-ce que ça t'évoque, Sophie? Sur ce type de demande, on la voit très souvent, nous, dans les bilans de compétences que l'on fait sur des personnes qui sont dans une optique de départ. Elles veulent impérativement sortir de cette zone de turbulence émotionnelle qui est assez forte pour elles. Ce qui rend ce moment encore plus critique à la fois pour l'entreprise et pour le salarié, c'est qu'il y a beaucoup d'affects et beaucoup d'émotions qui rentrent en compte. Et donc, je dirais la zone où on n'est pas fixé sur ce qui va se passer, à quelle date on va sortir, on veut la réduire le plus possible, sans surprise. Et c'est effectivement ce que nous, on observe dans les demandes aussi, dans les accompagnements. Et sur ça, la plupart des entreprises, disons, qui ont bien ficelé leur process d'onboarding sont plutôt à même d'accéder à cette demande. C'est dans les bonnes pratiques, en tout cas. Et celles qui, entre guillemets, n'ont pas cédé sur ce point-là, même si j'aime pas le mot céder, qui est très guerrier, confrontation, très connoté, entre guillemets, finissent par le regretter, parce qu'on ne retient pas les gens contre leur gré. Et bien souvent, on est stressé en tant qu'employeur par cette période-là, en se demandant est-ce que la passation va être bien faite. On est beaucoup dans une logique de continuité de l'activité, surtout si on n'a pas trouvé de remplaçant, etc. Donc, dans ces cas-là, les employeurs peuvent un peu se crisper sur ce sujet-là. Et finalement, celles qui s'en sortent le mieux, c'est celles qui associent leurs collaborateurs à la recherche de quelqu'un pour les remplacer. Du coup, c'est aussi une manière de reconnaître ce qu'ils ont amené, de les impliquer dans la recherche du prochain et finalement d'aligner les intérêts pour dire ok, je réduis, mais tu m'aides aussi à staffer cette position qu'on va laisser vacante. Voilà. C'est vrai que ça peut être la bonne pratique de demander à la personne d'actionner son réseau pour éventuellement trouver un remplaçant. Exact. Et Aurélie qui nous dit les collaborateurs qui veulent quitter l'entreprise n'osent pas demander de bilan ou de conseil ni de recommandation. C'est un peu si on regarde les chiffres. Oui, tout à fait. Et ça, on va en parler dans les pratiques. En fait, dans les bonnes pratiques, dans les employeurs, on va dire, les plus en pointe, ce sont des employeurs qui le proposent proactivement, en fait, qui n'attendent pas qu'on leur demande, mais qui, je dirais, dès le moment où se posent certains questionnements de carrière, disent « Ok, moi, je mets à disposition des outils pour permettre de trancher. Si tu veux rester chez nous, si tu veux partir », et qu'ils le font proactivement, qui n'attendent pas que les collaborateurs leur demandent.
On aurait presque pu présenter cette présentation par la définition de l'offboarding, parce qu'elle est floue finalement. Est-ce que c'est le moment où j'exprime pour la première fois le fait que j'ai envie de partir et le moment où je sors effectivement de l'entreprise? Donc cette période, elle peut être très très longue. Est-ce que c'est quelque chose qui est normé, on va dire, légalement? Et c'est cette période-là légale qu'on prend, qu'on retient comme la définition de l'offboarding. Donc, la définition est assez large et finalement, les entreprises qui sont en pointe de ces pratiques sont celles qui n'attendent pas et qui outillent en fait des collaborateurs en fort questionnement pour pouvoir les aider à trancher. Et finalement, et paradoxalement, c'est le fait d'avoir cette liberté qui donne aussi aux collaborateurs le pouvoir de rester s'ils le souhaitent. Donc, ça se retourne rarement contre l'entreprise. Bien au contraire, en fait, le fait de donner cette liberté laisse une image tellement positive aux salariés que bien souvent, ils choisissent plutôt de rester que de partir. Et donc, on le voit d'ailleurs dans les employeurs, encore une fois, qui le proposent de manière proactive. On a plus des 2/3 des salariés qui font le choix de rester et non de partir. Alors, il y a pas mal de réactions. Alors, on ne va pas répondre tout de suite aux questions parce qu'évidemment, les chiffres vont parler d'eux-mêmes là dans les slides à venir. Par exemple, on nous dit et comment faire pour qu'une entreprise s'intéresse au départ de ses collaborateurs et non être indifférent. Bon, les chiffres à venir vont vous éclairer sur le sujet. Petite question là avant de continuer. Est-ce que vous, de votre côté, dans votre entreprise, vous avez mis en place un processus d'offboarding? Très simple, oui ou non? Je vous laisse quelques secondes, je vois qu'on est quasiment une centaine en ligne. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, 23% de oui, 55% de non. Bah, c'est pour ça que vous êtes là. Hein. J'allais dire, vous n'êtes pas là par hasard. Alors, qu'est-ce que ça a donné au niveau de l'étude? 181 répondants, 46% déclarent avoir mis en place un processus d'offboarding. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que finalement, c'est les TPE qui ont davantage mis en place le process, les entreprises inférieures à 100 salariés, puis les entreprises entre 100 et 1000, et puis les entreprises de plus de 1000 sont a priori un peu plus à la traîne sur la mise en place du processus. J'ai envie de te demander, Sophie, pourquoi les TPE, PME mettraient en place davantage ce process que les grands groupes? Qu'est-ce qui peut être le facteur qui... On peut se poser Alors, la il y en a, question. en tout cas, je vais essayer de témoigner de ce que nous disent les clients, en tout cas, qui rentrent dans cette catégorie. Déjà, la toute première chose qu'il faut peut-être rappeler, c'est qu'en France, c'est cette partie des entreprises qui recrutent le plus. Donc, à mettre en regard de ça, c'est 7 recrutements sur 10, les PME, ETI, TPE en France. Donc, ce sont donc ceux qui expérimentent le plus aujourd'hui les tensions sur le marché de l'emploi, les difficultés de recrutement. Donc, c'est ceux qui ont le plus à perdre. Ce sont ces entreprises qui ont le plus à perdre de ne pas soigner ce moment-là, de ne pas soigner leur marque employeur et, entre guillemets, qui ont le plus envie d'avoir des salariés qu'on appelle des salariés boomerang, ceux qui sortent, vont faire une expérience ailleurs et peut-être un jour reviendront travailler dans l'entreprise. Donc, c'est quelque part cette frange, on va dire, dans les entreprises qui est la plus concernée, la plus en tension sur la partie recrutement. Donc, ça peut expliquer en partie pourquoi on les trouve plutôt là, ces process d'offboarding qu'ailleurs. Deuxième chose, on est dans des équipes plus petites, donc forcément, le moindre départ mal goupillé, qui n'a pas été soigné, peut avoir une grosse incidence sur ceux qui restent et quelque part noyauter l'ambiance, occasionner des crispations ou des tensions dans l'équipe, sur des équipes qui sont beaucoup plus petites. Donc, on a un impact, entre guillemets, des départs qui est beaucoup plus fort dans les petites structures. Donc, voilà pourquoi elles le soignent également. C'est ce que disait Aurélie en commentaire, un départ en TPE, PME est plus impactant.
Et puis, il y a aussi potentiellement plus de complexité à maintenir l'opérationnalité en cas de départ, puisque dans les TPE, en général, les postes sont rarement doublés ou triplés. Donc, ça pose un problème de continuité opérationnelle. Tout à fait, il y a une criticité opérationnelle qui est très forte, ouais. Aurélie nous dit moyen humain, ratio nombre RH, nombre de collaborateurs. Dans mon précédent groupe, 7 RH pour 2800 collaborateurs, pas de suivi collaborateur. Bon, c'est un autre sujet, mais effectivement. Dont on pourra parler, puisque ça fait aussi partie des choses qu'on a été étudiées sur ce qui bloquait. Alors, on va rentrer dans le détail, on va regarder ce que nous déclarent les entreprises qui indiquent avoir un processus d'offboarding. Alors déjà, qui est concerné par ce processus? C'est la première question qu'on a posée. On va dire qu'en grande majorité, c'est l'ensemble des collaborateurs. Alors, évidemment, les répondants nous ont dit oui, mais l'ensemble des collaborateurs, mais avec des variations, effectivement, en fonction du motif de départ. Évidemment, on ne va pas avoir le même process d'offboarding pour une démission, un licenciement, une rupture conventionnelle. Il y a des ajustements de process. Et finalement, très peu d'entreprises, on va dire à peine 10%, ont personnalisé l'offboarding en fonction de populations particulières. Deuxième question qui a été posée, c'est est-ce que le process d'offboarding est appliqué uniquement en cas de départ de l'entreprise? Bah oui, parce que finalement, dans la vie de l'entreprise, le départ, ce n'est pas forcément que la sortie. Il y a d'autres facteurs comme la mobilité interne, un contrat d'expatriation, par exemple, un congé sabbatique. Et donc, les entreprises nous répondent oui, à 23% l'utilisent dans le cadre de mobilité interne, à 23% également dans le cadre de l'expatriation, et puis à 17% dans le cadre d'un congé sabbatique. Sophie, tes commentaires par rapport à ça? Ouais, je trouve, j'étais agréablement surprise à la lecture de ces chiffres-là. En fait, là aussi, ça repose la définition de l'offboarding. Est-ce qu'on offboard d'un poste ou d'une entreprise, en fait, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et finalement, cette définition qui est plus large permet de vraiment clôturer un chapitre professionnel et en ouvrir un autre dans l'entreprise. Et c'est un peu ce que je disais en préambule sur ce qu'on appelle les moments clés chez Chance. Ce sont vraiment des moments de fort questionnement où on va chercher à clarifier ce que l'on veut faire dans son prochain atterrissage professionnel et pourquoi on le fait. Et on va clôturer le chapitre précédent. Donc, c'est plutôt une bonne pratique de pouvoir l'appliquer dans d'autres cas de figure qui ne sont pas que les départs, on va dire, de l'entreprise, mais qui sont aussi des départs d'un poste donné vers un autre poste qui peut être dans l'entreprise. Alors tout ça, c'est bien, mais à condition qu'on parle le même langage. Ce que tu viens d'évoquer est très vrai, mais est-ce que nos amis RH l'envisagent de la même façon que toi? J'en suis un peu moins sûr, puisque là, on va regarder finalement, il y a quoi dans ce process d'offboarding? Alors, j'ai fait un petit schéma pour que vous puissiez voir sur une échelle de 1 à 100% ce que comprend aujourd'hui le processus d'offboarding dans ce qui nous a été déclaré dans cette étude. Donc à 100%, évidemment, on va retrouver les formalités administratives, c'est-à-dire le reçu pour solde de tout compte, la désactivation des accès informatiques, en général également la restitution du matériel, puis un peu en dessous à 90%, un entretien de départ avec le service RH, mais a priori qui se limiterait à l'explication, à la remise du solde de tout compte. Vient ensuite bien plus loin l'objectif d'assurer la continuité opérationnelle autour de 70% des répondants. Ensuite, à 60%, on va retrouver un questionnaire aux salariés pour comprendre son état d'esprit dans le cadre de ce processus de départ, un événement type pot de départ,
un entretien avec le manager, et puis beaucoup plus loin, un questionnaire de feedback au manager pour seulement 20% des RH, et puis la proposition de réaliser un bilan de compétences ou un coaching carrière pour accompagner le salarié. Là, on est entre 5 et 10% des entreprises. Donc, si on regarde de façon très macro ce que contient aujourd'hui le processus d'offboarding, on est réellement plutôt sur un process très administratif et finalement assez peu accompagnant dans la plupart des cas. Ouais, tout à fait. Et peut-être pour compléter ce que tu dis, c'est quand on interroge les salariés un peu sur cette période, certains l'expriment de manière assez forte en disant j'ai l'impression que mon entreprise est passée en mode robot et s'est mis en mode légal avec moi. Et en fait, bien souvent, le feedback à ce moment-là des salariés, c'est j'ai l'impression que le lien, la communication a été coupée. C'est-à-dire, du jour au lendemain, mon manager s'est mis à se comporter un peu différemment, à me parler de manière hyper procédurière, très timée, etc. Et plus, j'ai pas l'impression d'avoir des échanges chaleureux, etc. J'ai l'impression que je suis déjà dehors, quoi, qu'on commence déjà à me mettre au placard, que j'existe plus, que... Et donc, ce phénomène-là, il est remonté par beaucoup de salariés, notamment parce que cette période, comme je le disais, est très, on va dire, très forte émotionnellement et affectivement de part et d'autre, à la fois pour un manager qui a géré un départ et un collaborateur qui a essayé le départ. Évidemment, il y a des conditions de départ qui sont différentes et on a tous en tête des départs qui sont bien passés et d'autres un peu moins bien. Mais ce qui est certain, c'est que dans ce moment-là, le fait de garder le lien et le fait d'avoir un tiers, notamment qui est souvent joué par les RH quand les RH, les équipes RH existent et ont le temps, permet de sortir de la ligne hiérarchique, de sortir des rapports de pouvoir éventuels et de créer une zone un peu neutre à l'extérieur de ce lien habituel. Donc ça, en tout cas, c'est une première bonne pratique. Et quand les RH ne peuvent pas, pour des raisons de ressources, de temps, jouer ce rôle-là, en fait, s'appuyer sur un tiers externe qui joue ce rôle de tiers de confiance et de zone neutre est absolument primordial dans ce moment-là. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est ce qu'attend le salarié. Notamment, c'est un moment qui est très fort pour lui pour la reconnaissance de ce qu'il a amené dans un projet. Et en fait, c'est assez étonnant de se rendre compte qu'il y a quand même, dans 4 cas sur 10, aucun événement de type pot de départ ou tout simplement un petit mot devant l'équipe, devant le manager, qui salue le travail de cette personne, sa contribution et ce qui a été amené. Donc, ça semble presque étonnant hein, que dans 4 cas sur 10, on ait cette configuration-là. Et enfin, toute dernière chose qui semble effectivement naturelle, mais qui n'est pas forcément faite, les cas de départ sont des moments qui sont apprenants pour l'entreprise et qui sont l'occasion de détecter certaines choses, à la fois pour les RH et pour les managers, de pouvoir aussi enrichir certaines pratiques, avoir des idées peut-être dans la gestion de l'équipe, etc. Pour les RH, il y a les aspects administratifs qui prennent bien souvent malheureusement le dessus dans les entretiens de sortie, au détriment d'autres questions beaucoup plus ouvertes qui permettraient d'améliorer la vie de l'entreprise, d'améliorer l'expérience collaborateur. Et côté manager, malheureusement, ce feedback est rarement collecté, alors qu'il pourrait avoir un impact extrêmement fort. Ce que dit Aurélie, Aurélie disait, pour rejoindre ce que tu dis, oui, tout le monde se couvre d'un point de vue juridique, avec un respect des formalités, des discours formatés, sans lien humain. Mais oui, on a cette contrainte juridique très forte, la peur que le salarié déclenche un prud'homme, le salarié, la peur de se faire léser sur son solde de tout compte. On est bien souvent dans cette peur, finalement, ou cette crainte des deux côtés. Hein. Et c'est là où, en fait, il est clé de pouvoir humaniser cette relation, maintenir surtout un dialogue et une zone de dialogue extrêmement forte pour arriver à comprendre les besoins des deux parties, en fait, et arriver à trouver la manière optimale de s'arranger, je dirais, sur cette dernière ligne droite, en fait.
Et c'est là où le rôle de tiers de confiance, à la fois soit amené par les équipes RH, soit amené par un tiers, peut être extrêmement salvateur, et à la fois pour l'entreprise et pour le salarié. Puis selon les cas, c'est ce qu'on voit tout en bas de l'échelle. En fait, le fait aussi de projeter le salarié vers le futur et de ne pas rester dans un éternel présent où on peut nourrir de la rancœur ou certains autres sentiments négatifs peut aussi énormément aider. C'est aussi pour ça que sur le bas de l'échelle, on voit les bilans de compétences et les coachings de carrière. Mais la grande vertu, au-delà d'amener un soutien, on va dire, psychologique, logistique au salarié pour son rebond, c'est aussi de pouvoir l'amener sur autre chose qui le met dans une autre énergie, en fait, et qui noie, encore une fois, qui va le mettre dans une énergie qui est aussi positive pour l'organisation qu'il quitte. Donc, c'est dans les bonnes pratiques, là encore, le fait de pouvoir glisser ce type d'accompagnement dans les packs de départ, c'est quelque chose qui est extrêmement apprécié par les collaborateurs et qui a un effet extrêmement positif pour les entreprises. On travaille, nous, par exemple, avec la mutuelle de santé Alan, pour les départs de leurs propres salariés, dans les packages de rupture conventionnelle. Chance est systématiquement proposée aux salariés sortants pour pouvoir l'aider à rebondir, à se projeter. Et c'est quelque chose qui est extrêmement apprécié des Alaners qui s'en vont. Bien souvent, il le déclenche. Il leur est proposé, il ne leur est pas imposé. Il leur est proposé et quasi systématiquement, il est déclenché par les Highliners qui voient vraiment une opportunité de pouvoir travailler sur eux dans cette période où ils auront un petit peu plus de temps que d'habitude. Et par ailleurs, Alan en fait un vrai argument de sa promesse, on va dire, employeur, en disant, voilà, nous, on s'occupe de ce qui est important pour vous et de là où vous êtes à la bonne place. On n'essaie pas de vous retenir, on vous fidélise, on vous donne envie de rester. Et par ailleurs, on est cohérent. C'est ce qu'on essaye de faire pour nos clients, entre guillemets. On essaie d'avoir un service irréprochable pour nos clients et on applique en symétrie on va dire, cette qualité de service pour nos propres collaborateurs. Alors, il y a un point qui a été soulevé là dans les commentaires qui est de dire, ouais, mais finalement, est-ce que les salariés, par rapport aux entretiens avec le service RH, est-ce que les salariés vont être honnêtes? Est-ce qu'ils n'ont pas peur finalement de ce qu'ils pourraient dire au service RH? Et ça, c'est un vrai point. Et tout à l'heure, quelqu'un nous disait, on n'a que 7 RH pour 2800 personnes, ce qui laisse sous-entendre effectivement qu'il n'y a pas vraiment de relation de proximité. C'est pas possible au regard du ratio RH effectif. Et je me disais, mais finalement, on va peut-être arriver à... Pourquoi on n'externaliserait pas, tu vois, un peu comme George Clooney dans In the Air, où c'est un tiers qui gère une partie de l'offboarding, parce que finalement, le bilan de compétences ou le coaching carrière, c'est de l'externalisation quelque part. Oui, tout à fait. Mais en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, le rôle de tiers de confiance qui est joué, alors dans le meilleur des cas par les équipes RH, mais qui malheureusement reste quand même un petit peu jugées parties quand elles ont le temps de pouvoir faire ça. Puis quand elles n'ont pas le temps, effectivement, le recours à un tiers de confiance, c'est bien mieux que de ne rien faire, en fait. Et là aussi, c'est assez salvateur. Je vais donner un exemple un peu extrême, mais qui nous est arrivé il n'y a pas très longtemps. On fait un accompagnement d'une sortie collaborateur dans une entreprise, dans le cadre d'un package de départ, pareil. Et en fait, dans cet accompagnement-là, on se rend compte que la personne a été victime de harcèlement et c'est pour ça qu'elle s'en va. Mais elle n'a pas osé le dire et en parler à son entreprise. L'accompagnement a permis de poser des mots sur ça. Et finalement, elle a osé en parler au service RH, qui a compris la gravité de la chose et qui a évidemment fortement réagi derrière, et qui a proposé aux collaborateurs, en l'occurrence, de rester dans l'entreprise, mais dans un tout autre service. Parce qu'en fait, la personne ne voulait pas partir. C'est juste qu'elle était dans une situation absolument désespérée, on va dire, et qu'elle était en très grande souffrance, mais qu'elle n'osait pas en parler à son service, qu'elle n'osait pas en parler dans son service ni aux équipes RH. Donc oui, c'est extrêmement important de réserver ces zones neutres et ces zones d'expression et de liberté d'expression en tout cas et de confiance pour les collaborateurs pour pouvoir sortir ce type de cas et les identifier très rapidement, quoi, et surtout pouvoir encourager les collaborateurs à parler. Il y a Eugénie qui nous dit, plutôt qu'externaliser en moins cher, il suffit de digitaliser les départs avec des questionnaires anonymisés. Ouais, c'est une solution. Effectivement, ça fait partie des outils qui peuvent être pertinents à condition de bien les utiliser. J'ai un ouais, c'est à condition de mauvaise utilisation.
Oui, à condition de bien les utiliser et de notre expérience, il y a beaucoup de méfiance, aussi sur ces Ouais, questionnaires. Est-ce qu'ils sont vraiment anonymes, ou pas? En tout cas, sur les collaborateurs, on voit souvent ce type de remarques et par ailleurs, il y a des choses qu'on peut malheureusement pas capter, que par ailleurs un contact humain ne remplacera pas. Là, dans le cas de harcèlement que j'évoquais juste auparavant, si cette personne n'avait pas été en face à face avec un professionnel, un coach en l'occurrence, pour pouvoir un petit peu creuser les raisons de son départ, je ne pense pas qu'elle l'aurait dit spontanément dans un questionnaire. Elle aurait encore une fois fait l'autruche. Si elle n'avait pas parlé jusque-là, elle aurait certainement pas écrit ça dans un questionnaire, même s'il était anonyme. Donc voilà, il y a quand même, même si c'est une pratique et il faut surtout pas renoncer à faire ces questionnaires-là, je pense que c'est très complémentaire de ce qu'on peut avoir avec des démarches qui sont plus profondes. ouais. Alors, y a-t-il réellement un entretien de départ? C'est la question qu'on a posée. Oui, systématiquement à 50%. Oui, sur demande du salarié ou du manager à 7%. Oui, pour certains salariés à 38%. Et non. Bon, on va pas se mentir, l'entretien de départ RH, on s'imagine bien que c'est un entretien administratif. Et puis, l'entretien avec le manager, on est à 60%, mais dans la réalité, on nous dit oui, systématiquement, à moins de 50%. Donc déjà, on a un écart dans les réponses entre ce qui a été déclaré dans le processus. Donc on peut supposer que oui, à 60%, ça fait partie du process, mais que finalement, dans la réalité, les managers ne le font pas tous. Ils le font à moins de 48%. Est-ce que c'est pas ça finalement le problème principal? Parce qu'on se rend compte finalement que dans ces process d'offboarding, comme tu l'as dit, il n'y a pas de rapport humain, il n'y a pas de discussion, ni avec la RH, ni avec le manager. Ça veut dire qu'à partir du moment où on a dit je quitte, bah finalement le contact est rompu, presque Oui, instantanément. il y a ça et puis c'est très, comment dire? J'ai envie de dire, c'est pas propre au moment clé qu'est l'offboarding. Il y a d'autres moments et d'autres conversations de carrière qui sont des moments un petit peu bloqués. On les connaît tous. Je vais en prendre un que tout le monde connaît, qui est un petit peu emblématique, qui sont les entretiens annuels. Les entretiens annuels, le manager est toujours en train de se demander ouïe, 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 qu'est-ce qu'on va encore me demander? Et le salarié arrive en se disant ouïe, 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 qu'est-ce qu'on va encore me refuser? C'est des moments qui sont un peu des figures imposées, dans lesquelles personne n'arrive vraiment hyper à l'aise, à moins d'avoir fait un travail de préparation un petit peu important et d'arriver dans une véritable intention de dialogue où chacun est capable d'exprimer ses besoins et de construire, essayer de co-construire une espèce de solution qui respecte les besoins de l'un et les besoins de l'autre. Or, on a rarement été habitué dans l'entreprise à dépasser, je dirais, la couche émotionnelle pour traduire quel est le besoin derrière. Donc là, je prends l'exercice de l'entretien annuel, mais c'est exactement, si je transpose ça à la conversation qu'on a au moment de la sortie, c'est exactement la même chose. Je pense qu'on a rarement, que ce soit côté manager ou collaborateur, l'occasion de vraiment poser ses besoins dans la sortie. On est beaucoup dans l'émotionnel, c'est-à-dire on n'est pas content, on se dit mais tu te rends compte comment je suis traitée, tu te rends compte après tout ce qu'on a fait pour cette personne, par exemple côté manager, ou de l'autre côté, tu te rends compte avec tout ce que j'ai amené à l'entreprise avec ces nombreuses années, regarde, pas une once de reconnaissance. Donc on est beaucoup sur la couche émotionnelle, mais on ne descend pas sur quel est le besoin. En fait, j'aimerais être reconnu pour ce que j'ai amené en tant que collaborateur. Moi, en tant que manager, j'aimerais qu'il y ait une passation aux petits oignons, qu'il n'y ait pas de discontinuité, que ça ne me retombe pas dessus et que je n'ai pas le double de travail au moment de ton départ. Et en fait, le fait de pouvoir arriver à mettre des mots, arriver à traduire, en fait, sortir de la couche émotionnelle et descendre vraiment sur les besoins pour pouvoir arriver à trouver des solutions équilibrées, ça, c'est un exercice qui ne s'improvise pas et qui est vraiment de part et d'autre quelque chose qu'on doit arriver pour lequel il faut être aidé et outillé pour pouvoir accoucher vraiment de ces éléments-là. Donc, en tout cas, nous, on s'occupe déjà de bien faire le côté salarié, arriver à bien apaiser en tout cas ce côté-là et bien arriver à lui permettre d'exprimer les besoins dans la sortie. Et en général, on sensibilise les managers pour leur permettre aussi de pouvoir échanger et humaniser encore une fois ce départ-là. Mais déjà, rien qu'en travaillant le côté collaborateur, on a déjà des résultats qui sont intéressants, puisqu'ils arrivent dans des conversations avec une toute autre posture
que simplement l'émotionnel qu'ils peuvent traduire. Ouais, mais tu as quand même répondu à une grande partie du sujet de l'offboarding. Si l'entretien annuel ou trimestriel, peu importe, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, la notion d'entretien annuel commence à être fortement décriée. Si cet entretien, donc ce process RH classique, était vraiment mené de façon plus ouverte, proactive des deux côtés, on se poserait peut-être moins de questions au moment du offboarding, parce qu'on aurait déjà résolu 95% des problèmes. C'est-à-dire qu'on aurait pu détecter bien en amont les problématiques éventuellement ou les raisons d'un départ. Oui, tout à fait. C'est là où l'offboarding, pour moi, est juste un des moments dans la carrière d'un collaborateur où il se pose des questions. En fait, pouvoir accompagner d'autres moments clés de questionnement, pouvoir outiller, mettre à disposition, arriver à créer une zone où on se parle, en fait, et vraiment où on se parle en toute franchise, pas avec une cosmétique et des figures imposées, et pas attendre ces entretiens annuels, c'est vraiment essentiel, en fait, encore une fois, pour donner envie aux gens de rester, de se poser les bonnes questions, de dire je suis alignée dans ce boulot et c'est vraiment là que j'ai envie d'être et je le fais pas par défaut, en fait. Faute de mieux, quoi. Alors, le top 3 des objectifs poursuivis à travers le process d'offboarding. Alors, on nous dit à 100%, top numéro 1, recueillir des retours d'expérience du salarié qui nous quitte. Deuxième point, enrichir la marque employeur et avoir une stratégie différenciante. Et puis, enfin, préserver une relation positive avec les anciens employés. Sauf qu'en fait, entre ce qu'on nous dit et ce qu'on a vu ici, recueillir les retours d'expérience du salarié qui nous quitte, finalement, on ne le fait pas réellement. Donc on a quand même un assez fort décalage entre les objectifs poursuivis et la réalité de ce qui est déclaré dans les processus. On a parlé tout à l'heure... Ah non, c'est après. J'ai un slide d'avance. Le contact est-il rompu après le départ? Est-ce que l'entreprise conserve des relations avec les salariés qui quittent l'entreprise? Alors, 8% nous disent oui, dans tous les cas, on conserve des relations avec les anciens salariés. 77% nous disent parfois. Et puis, évidemment, 58% nous disent oui, on conserve des relations en vue de constituer un vivier de candidats. Ouais, c'est intéressant. Ça me fait penser, quand on a vu ces chiffres-là, ça m'a rappelé un livre que j'ai lu il y a des années qui s'appelle L'Alliance de Reid Hoffman, qui est le cofondateur de LinkedIn. D'ailleurs, un bouquin que je vous conseille chaleureusement de lire, qui parle finalement de la relation employeur-employé, et qui dit en fait, c'est pas parce que notre lien contractuel s'arrête que la relation ne perdure pas, en fait. C'est toute la différence entre le lien et la relation. Et donc, cette relation devient, dans certains cas, une relation d'alumni et puis d'ambassadeur, éventuellement. Si je reprends, par exemple, une entreprise comme Alan, dont je parlais tout à l'heure, les Alaneurs, ils restent Alaneurs même une fois qu'ils ont quitté Alan. On en parle, par exemple, parce qu'ils essaiment, ils montent d'autres entreprises, etc. Et il y a presque une fierté à être passé par là et à dire qu'on est passé par là, qu'on est quelque part encore ambassadeur, même au-delà de son départ de l'entreprise. Et c'est tout ce que ce chiffre, entre guillemets, m'évoque quand je le vois là. C'est cette vision-là, elle est encore un peu trop peu répandue. Et pourtant, elle serait éminemment intéressante pour la plupart des entreprises, notamment dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui sur le marché de l'emploi, qui est un contexte de tension hyper forte, de difficultés de recrutement qui sont accrues. Donc, toute cette marque employeur et tout le fait de penser la relation avec le salarié au-delà du lien contractuel qui s'arrête, et donc avec ce salarié qui devient un alumni, et donc de penser au-delà simplement du moment du départ, mais penser aussi l'après, voir comment je vais garder le contact. Est-ce que c'est une newsletter aux anciens pour leur donner quelques nouvelles? Est-ce que c'est des groupes WhatsApp? Certains ont des boucles Slack, des boucles sur Discord.
s'invitent de temps en temps à des événements, à des apéros des anciens, ce genre de choses. Ça, c'est extrêmement important aussi dans la manière de construire votre vision, entre guillemets, des départs dans l'entreprise et plus largement en tirer parti aussi pour la suite. Alors, petite question, ça nous amène évidemment au fameux salarié boomerang. Est-ce que vous avez déjà recruté, vous, un salarié boomerang, c'est-à-dire un salarié qui a quitté l'entreprise et qui va revenir? Il y a Jean-Marc qui nous dit: lorsque je suis parti de chez Vinci, pendant les 2-3 années qui ont suivi, je revenais voir régulièrement mes anciens collègues. Et Claire nous dit: comment pouvons-nous arriver à garder ce lien et ce sentiment de fierté du collab, d'avoir travaillé chez nous quand le collab est sorti pour faute? Alors, effectivement, Claire, C'est un cas extrême. ça va être compliqué. Mais je pense même qu'un salarié sorti pour faute d'une boîte qui a une forte culture, lui, le mettra en avant dans son futur recrutement. Alors, qu'est-ce que ça donne? Vous êtes nombreux. 38% à dire oui, 23% à dire non. « 54% indiquent avoir déjà eu des salariés boomerang dans leur entreprise. 31% de temps en temps et 13% très rarement ou jamais. » C'est intéressant parce que la même question il y a 5 ans aurait peut-être donné 10% indiquent avoir déjà eu des salariés boomerang. Enfin, c'est une pratique qui a vraiment tendance à se démocratiser. Hein. C'est aussi lié aux chiffres qu'on a pu voir tout à l'heure concernant le turnover. Hein. Oui, totalement. Et en fait, tu es totalement dans le vrai en me disant que c'était autour de 10%, c'était 15%. Tu vois, en 2018, j'ai été regarder par curiosité sur une étude de 2018 qui avait été réalisée par Kronos et par Workplace Trends à l'époque. Et c'était 15% en 2018. Donc, moi, c'est vrai que quand j'ai vu ce chiffre dans les retours de l'étude, ça m'a vraiment sauté aux yeux. Et je me suis dit, en voyant ça, c'est évident que là, cette étape de l'offboarding, il faut investir dessus, quoi. Parce que si on commence à avoir un tiers, je prends le 31% pour être plus mesuré dans ce qu'on se raconte, mais si on se dit que dans un tiers des cas, on a quand même des salariés qui reviennent quelques années après, il est évident que ce maillon du départ, cette étape clé du départ, il va falloir la soigner encore plus fortement qu'avant. Là, dans les salariés qui ont fait ce type de parcours et qu'on a pu accompagner, on se rend compte que des fois, il y a une volonté de voir d'autres types d'environnements de travail ou de développer des compétences en accéléré dans d'autres types d'environnements avant de revenir dans un terreau qu'on a pu apprécier à un moment de sa vie. Donc, c'est intéressant aussi de se donner cette liberté, cette latitude pour pouvoir revenir ensuite, mieux revenir, entre guillemets. Alors, je vais accélérer un peu. Je vois qu'il nous reste 3 minutes. On est bavard, décidément. Ouais. Alors, bon, on a demandé quel était le niveau de satisfaction du processus. Donc là, les RH se sont auto-notés. Donc, ils estiment, ils se donnent une note de pas tout à fait 6 sur 10 sur le process et presque à 7 sur 10 sur le ressenti des salariés. C'est très subjectif. Ce qui est intéressant, c'est que ils ont prévu d'améliorer le process. 18% cette année, un tiers en 2025 et la moitié n'ont pas d'autres projets à venir. Pour voir le détail de ce qu'ils souhaitent mettre en place, vous pourrez le retrouver directement dans l'étude. Alors, rapidement, hein, pour conclure, finalement, ceux qui n'ont pas de process d'offboarding, déjà, pourquoi il n'y a pas de process? C'est la première question qu'on a posée. Alors, évidemment, classique, manque de temps, de ressources, hein, en grande majorité, hein, on approche des 70%. Manque de budget, 10%, donc ce n'est pas une problématique budgétaire, ce qui est assez rare hein, pour la fonction RH, parce que souvent on nous dit pas de budget, c'est le top 1. Là, non. Et effectivement, en soi, le process d'offboarding ne
ne devrait pas générer un budget phénoménal. Il y a des entreprises qui n'ont pas d'intérêt spécifique à le mettre en place, 15% quand même, et puis à 25%, donc un quart des répondants nous disent nous, on a besoin d'accompagnement. Donc il y a un vrai sujet et une vraie demande par rapport à ça. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que pour celles et ceux qui ne l'ont pas mis en place, il y a 44% qui souhaitent le mettre en place dès 2024. Alors là, on voit vraiment l'impact nouveau monde du travail, problématique de turnover très fort, puisqu'en fait, 44% souhaitent le mettre en place cette année, c'est assez énorme, et puis 24% en 2025. Donc ça veut dire qu'il y a 60%, 70% des boîtes qui ne l'ont pas mis en place, qui souhaitent le mettre en place dans les 2 ans, dans les 24 mois à venir. Donc c'est assez phénoménal. Oui, c'est un chiffre qui nous a frappé, on va dire, positivement. Et par ailleurs, comme tu le rappelais, c'est plutôt une question de manque de temps que de manque de budget. Donc, quand on parlait tout à l'heure de l'externalisation, du fait d'avoir recours à un tiers qui est presque, on va dire, quelque chose qu'on peut mettre en place rapidement et pas forcément dans des budgets délirants, ça veut dire que ce sont des choses qui sont assez réalistes pour ces entreprises qui veulent bouger dans les 24 mois. Donc voilà, c'est plutôt un message d'espoir à la fois avec des entreprises qui veulent bouger et en même temps une barrière principale qui est plutôt celle du temps versus celle du budget. Et puis rapide à mettre en place. Tout à fait, très rapide à mettre en place, très rapide à déployer et avec j'ai envie de dire, c'est faible effort, fort impact dans les matrices de décision. Alors finalement, mettre en place l'offboarding, ok, mais pourquoi faire? Donc on aura posé les mêmes questions. Qu'est-ce que vous allez mettre dedans? Donc évidemment, on va retrouver. Donc j'ai mis en gris, c'est les répondants qui ont déjà un process d'offboarding en place, versus en jaune, ceux qui n'en ont pas et qu'est-ce qu'ils vont mettre en place. Alors évidemment, dans le top 3, on va retrouver formalités administratives, désactivation des accès informatiques, retour de l'équipement, mais on va retrouver des intentions plus fortes au niveau des entretiens de départ avec la RH, on est à plus de 80%. Des intentions plus fortes au niveau des entretiens de départ avec le manager. On a quand même 15 points d'écart. Et puis le questionnaire aux salariés, de la même façon, on a entre 15 et 20 points d'écart. Ça reste des intentions, mais je pense que le nerf de la guerre se trouve là, c'est-à-dire entretien de départ avec le manager, questionnaire aux salariés. C'est vraiment là où on va puiser en fait l'essence même du pourquoi le salarié souhaite quitter l'entreprise. Oui, tout à fait. C'est les zones de préparation dont je parlais tout à l'heure, un petit peu, qui est le fait d'avoir recours à un tiers de confiance pour pouvoir préparer le départ et préparer ce qui est raconté à l'RH, au manager, le feedback du salarié, plus travailler sa projection professionnelle, qui est un peu ce que l'on vise dans les accompagnements qui sont les nôtres. C'est vraiment ça qu'on essaie de couvrir dans cette zone de préparation. Après, il est évident qu'il y a des choses qui sont le bas de la pyramide de Maslow du départ, qui est de l'ordre de la formalité administrative et la désactivation des accès informatiques. Ça devient de plus en plus aussi un gros sujet pour des questions de sécurité, de failles dans l'accès aux données de l'entreprise. Et c'est quand même un point à ne pas négliger, qui est aussi le bas de la pyramide de Maslow dans les process de départ. Et puis, point important aussi, on regarde questionnaire au manager pour obtenir son feedback. On était autour de 20% dans les processus existants. Là, on monte quasiment à 60%. C'est l'écart le plus flagrant en termes d'intention. Et même le coaching carrière, on passe de 10 c'est-à-dire 1/10 dans les process actuels à 1/4 dans les projections à venir. Donc, on voit quand même un impact beaucoup plus, entre guillemets, RH, au sens développement RH, plutôt que ADP, administration du personnel. Donc là, il y a un vrai changement de... Oui, de culture, vraiment de culture.
Ouais, tout à fait. Alors, dernier point, hein, si vous mettez un processus d'offboarding en place, quels sont les objectifs poursuivis? Alors, le top 3, recueillir les retours d'expérience des salariés qui nous quittent, évidemment, enrichir la marque employeur et préserver une relation positive avec les employés. Là, on est exactement aux mêmes objectifs que ceux qui ont mis en place un process, mais on l'a dit avec des intentions plus fortes d'un point de vue, je dirais presque, relation humaine. Tout à fait. Dans une tendance à l'humanisation, on va le résumer comme ça. Eh ben, on vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. Alors évidemment, on n'a pas restitué tous les résultats en 45 minutes. Vous retrouverez beaucoup plus de détails dans l'étude qui sera mise en ligne jeudi matin. Si vous êtes intéressé notamment par tout ce qui est coaching carrière, bilan de compétences, n'hésitez pas à contacter Sophie directement sur LinkedIn. Elle se fera un plaisir de vous expliquer plus en détail ce qui est fait chez Alan, ce qui est fait chez Michelin notamment, qui utilise aussi Chance dans le cadre de leur politique d'égalité femmes-hommes, dans le cadre de la sensibilisation interne, et ça marche plutôt bien. Alors je peux vous le dire parce qu'ils nous ont présenté le projet dans le cadre des trophées RH qu'on organise avec MyRH Line. Donc, je vous invite à contacter Sophie à ce sujet. Et puis, je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée. Merci beaucoup, Sophie. Merci Christophe, merci à toutes, merci à tous pour votre écoute et à disposition pour ceux qui veulent approfondir. Merci beaucoup, bonne journée. Et le replay de ce webinaire, vous l'aurez sur MyRH Line demain matin. Bonne journée, au revoir. Bonne journée.